Bonjour à tous. Bienvenue à notre première table ronde et également donc à notre événement Doc Finance, donc dédié aux formations en finance en alternance. Donc je pense que vous avez pu aller voir un certain nombre de formations présentes du coup dans la salle à côté. Toutes ces formations, vous pouvez également les retrouver en vous connectant sur Doc Finance. Donc vous pourrez retrouver du coup toutes les formations disponibles, que ce soit en bachelor ou en master. Donc aujourd'hui, on est là pour échanger autour de l'alternance et plus particulièrement comment bien choisir son école en alternance. Donc je vais laisser dans un premier temps nos intervenants se présenter un petit peu ce que vous faites et vous parler de vos formations, de votre école et également d'Universal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Quentin Brier, je suis en charge de la relation entreprise au sein de Financial Business School, qui est une école basée à Paris et qui est spécialisée sur l'enseignement des métiers de la finance. Pour parler un tout petit peu de moi très rapidement, moi j'ai fait 5 ans d'alternance dans mon cursus marketing et communication. J'ai intégré Financial Business School en CDI au mois de février 2018, donc j'y suis depuis presque 5 ans maintenant, donc je connais relativement bien l'école. Et mon objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner les jeunes, donc vous en l'occurrence au sens large, à trouver une alternance et définir son projet professionnel. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Cécile Escable, je suis directrice générale d'Universal. Universal, c'est une agence de notation dans le secteur de l'enseignement supérieur. Et au départ, nous sommes un cabinet de conseil et de coaching pour les étudiants. Donc on connaît bien les problématiques auxquelles vous faites face. Et notre premier métier a été vraiment d'accompagner très directement les étudiants dans vos situations. Et c'est pour cela qu'on a développé différents outils qui sont accessibles pour vous en ligne tout à fait gratuitement, dont je pourrais vous parler plus en détail. Et l'un d'eux sont nos classements, puisqu'on s'est rendu compte que à l'origine de la problématique d'orientation, il y a un souci d'information, un souci d'accès, mais aussi un souci de tri, d'analyse et puis de traitement de cette information pour prendre des décisions pour soi. Et on a imaginé nos classements dans cette approche-là. Donc ce sont des classements de programmes. On ne classe pas des écoles ou universités dans leur intégralité, mais on classe des programmes qui répondent à une problématique professionnelle précise et qui sont diplômants. Et l'existence même de ces classements, et c'est comme cela qu'on les a conçus et qu'on les fait évoluer, est un outil de réflexion d'orientation, puisque par exemple en finance, on a plus de 12 spécialités. Ainsi, quand un étudiant arrive devant nos classements, il ne peut pas dire je souhaite faire de la finance, mais il est obligé de réfléchir un petit peu mieux à ce qu'il veut. Et c'est aussi un outil de comparaison des programmes et des spécialités pour vous guider dans cette démarche. Donc je suis là aujourd'hui pour répondre à vos questions sur la base de toutes les informations que l'on traite sur les formations, mais d'abord et surtout de toutes les observations que l'on fait et que nous remontent les étudiants qui répondent à nos enquêtes, à nos questionnaires sur comment est-ce qu'ils s'y prennent, les doutes et les interrogations qu'ils ont. Donc bonsoir à toutes et tous. Donc moi je suis Thierry Pacreau, chargé de mission alternance au centre de formation d'alternance de la Poste Group. Alors c'est un centre de formation en entreprise et on propose des formations sur 3 thèmes en lien avec la Poste, qui sont le service livraison logistique, banque commerce et gestion management. Mais je vais plutôt rester sur la banque commerce puisqu'on va du BTS jusqu'au master. Voilà, donc en fait nos formations sont prises en charge, rémunérées. Et l'avantage effectivement de l'alternance, c'est toujours trouver une école, c'est facile. Trouver une entreprise aujourd'hui, je pense que vous le savez, on le sait tous, c'est quand même très compliqué. Nous, on a l'avantage d'avoir l'entreprise. Et en fait, tous nos alternants sont dans leur département de leur lieu de résidence. Voilà. Effectivement, on est là, je suis là aussi aujourd'hui, parce que je suis aussi chargé de cours à la Sorbonne sur des masters. Donc pour parler effectivement de conseils des étudiants dans leur orientation, j'ai envie de vous dire, vous ne trompez pas de cible. Voilà, dans 5 ans, vous saurez ce que vous allez devenir. Mais on en parlera tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Olivier Digne, responsable des programmes en alternance d'une école de management qui s'appelle Rennes School of Business, qui est basée en Bretagne, à Rennes, mais qui a depuis 3 ans ouvert un campus sur Paris. On y délivre dans cette école des programmes qui vont de Bac+3, donc un bachelor,
jusqu'à Bac+7, en passant donc par les masters, dont le programme Grande École, qui est le programme phare des écoles de management, de la conférence des grandes écoles, mais aussi des doctorats. Et donc, parmi nos programmes de formation, nous délivrons des programmes en formation initiale, bien entendu, mais depuis maintenant une quinzaine d'années, des programmes aussi en format alternance. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis 3-4 ans, il y a une accélération très très forte de la demande à la fois des étudiants, mais aussi des entreprises pour avoir des étudiants de niveau master et de grande école en alternance, avec aussi évidemment toutes les aides et les incitations gouvernementales qui existent depuis maintenant 3-4 ans. On est passé, nous, de promotion qui était à peu près de 250 étudiants. On est aujourd'hui à près de 1000 étudiants en alternance, donc en 3 ans, donc on augmente de 40% tous les ans. Pour des formations à la fois généralistes, mais aussi de spécialités, dont des parcours en finance, et dont un parcours qui est délivré sur Paris, qui est celui qui peut vous intéresser, qui est un master, gradé master en finance, qui est à la fois délivré en 2 ans, master 1 plus master 2 pour des étudiants qui ont un bac+3, mais qui peut être aussi intégré directement en dernière année d'études, en master 2, avec un bac+4. Rennes School of Business est une école dont l'ADN est l'international. Elle a été construite sur cette exigence d'intégrer dans toutes nos formations l'international, à la fois en termes de contenu, mais aussi en termes de modalités de délivrance des cours, avec donc 90% de professeurs qui sont étrangers, donc qui apportent avec eux leur culture, leur manière d'enseigner, leurs connaissances aussi, qui peuvent être différentes de ce que pourra apporter un professeur français. 50% de nos étudiants sont étrangers, parce que du coup, on attire des étudiants étrangers de partout dans le monde. Et c'est une école qui souhaite former ses étudiants à raisonner, réfléchir et agir autrement que ce qui se fait aujourd'hui. On a un monde qui est très changeant, que ce soit en France, mais aussi dans le monde. On l'a vu ces derniers mois et ces dernières années. Donc, on forme nos étudiants à s'adapter, à être ce qu'on appelle in-frame thinking, c'est-à-dire à penser hors du cadre, de manière à apporter de l'innovation, de la créativité pour construire et faire évoluer le monde de demain. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, on va pouvoir un petit peu explorer du coup, quelques questions, comme du coup, quels sont les outils, les moyens qu'ont à disposition du coup, les étudiants pour choisir une formation ou une école justement en alternance. Alors, moi, j'aurais une première remarque. C'est des outils, il y en a énormément, on va y venir très concrètement puisque vous avez besoin de conseils là-dessus. Mais ma première remarque, elle est d'ordre un peu méthodologique. C'est que quand on projette de poursuivre ses études, souvent on ne prend pas les étapes par le bon bout et on se jette sur des informations très concrètes parce que quelqu'un vous a parlé d'un programme. On va tout de suite se jeter sur une info qui est accessible où on va être très influencé par des choses que l'on a entendues juste avant. Mon conseil, c'est vraiment de prendre le temps de faire un point de situation, parce que c'est ce qui va vous permettre de réellement prendre une décision éclairée, de faire des choix. Et vous mettre dans cette démarche-là va vous permettre d'être convaincant vis-à-vis d'une formation, mais aussi vis-à-vis d'une entreprise. Et on a trop souvent les écoles pour en témoigner, mais aussi les entreprises, peut-être encore plus. On reçoit trop souvent des candidats qui atterrissent là un peu par hasard, qui peuvent avoir plein de qualités, mais qui n'arrivent pas à mettre en forme, à exprimer ce qu'ils font là. Et pourquoi ils ont plutôt tendance à avoir envie de telle chose ou préférer telle chose. Attention, on n'attend pas de vous que vous ayez un plan de carrière arrêté et que vous ayez déjà tout compris à toutes les facettes du métier de contrôleur de gestion ou autre. Mais vous devez, par exemple, être capable d'expliquer pourquoi vous êtes intéressé à ce métier-là, qu'est-ce que vous avez fait pour le comprendre, pour vous projeter dans une réalité de ce métier et pourquoi vous pensez qu'il peut vous convenir, qu'il peut vous plaire. Tout de suite, si vous êtes capable de donner quelques éléments de ce type, eh bien, vous changez complètement la perception qu'un recruteur aura de vous. Et ce qui est surtout intéressant, même si au final le but c'est de le convaincre, c'est que le chemin et le temps que vous allez prendre à faire ces démarches-là vont
vraiment vous aider à prendre la bonne direction, vont vous nourrir, vont vous construire. Donc voyez cette démarche de recherche, de formation et d'alternance que vous devez mener de manière combinée, parce que ce que vous allez faire en cherchant les formations va aussi vous aider à mieux comprendre ce que vous allez viser en termes de poste, et en cherchant et en se projetant dans une recherche concrète d'alternance, vous allez aussi comprendre ce que vous avez le plus besoin d'aller chercher du côté formation. Donc c'est un travail qui est engageant, mais il faut bien le mener de tous les côtés. Eh bien, ça va vous permettre de mieux savoir comprendre et mieux savoir exprimer vos forces et ce que vous avez besoin d'améliorer, ce que vous cherchez. Moi, par exemple, en ce moment, je recrute des stagiaires, je leur demande qu'est-ce qu'ils attendent. Enfin, une des questions clés pour moi, c'est leur demander qu'est-ce qu'ils attendent de l'étape suivante de leur parcours, de quoi ils ont envie, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre, d'apprendre, qu'est-ce qui les motive pour cette étape-là. Donc, pensez à cet aspect-là. C'était une introduction importante que je voulais faire avant de rentrer dans les outils plus concrets que peut-être vous pouvez partager. Oui, alors pour continuer, effectivement, il y a une chose importante que dit ma collègue, c'est le pourquoi. Commencez par votre pourquoi, c'est important. Mais pas que pour ça. Dans la vie, on commence toujours par son pourquoi. Il faut commencer par son pourquoi. On sait très bien, en centre de formation, que l'alternance, quand vous allez sur un métier, vous n'allez pas arriver sur l'alternance avec tous les atouts. On le sait. L'alternance, c'est là pour vous construire. Donc, n'essayez pas de vous présenter comme des futurs conseillers financiers, comme des futurs conseillers clientèle. On le sait, ça on le sait. Par contre, effectivement, ce qui est important, c'est comment vous êtes arrivé là. L'école est importante aussi, parce que vous avez des diplômes à passer. Effectivement, dans un diplôme, ce qu'on appelle, il y a un référentiel. Alors, moi, je recrute beaucoup de gens. On me dit à chaque fois, voilà, je me suis renseigné sur le métier de conseiller clientèle, c'est bien. Et dès qu'arrive la question, pourquoi cette école ? Pourquoi vous nous avez choisi nous et pas une autre ? Et là, tout d'un coup, il n'y a plus de réponse. C'est important. Les écoles sont importantes. Et c'est pas qu'il y en a une mieux qu'une autre, mais parce qu'il y en a d'autres qui vont former, ou plus tard, vous avez celui qui veut devenir conseiller financier, ou plutôt qui veut faire un conseiller spécialisé en patrimoine, il y a tout un chemin. J'ai vu un jeune tout à l'heure qui m'a dit, voilà, moi je veux être conseiller spécialisé en patrimoine. Très bien. Sauf qu'à un moment, il faut avoir une licence, il faut avoir un bachelor. Et il faut commencer comme ça. On n'arrive pas tout de suite. Voilà. Alors moi, évidemment, je rejoins ce qui évidemment a été dit. C'est avant tout avoir un projet. C'est quoi votre projet en fait ? C'est quoi votre objectif ? Même s'il n'est pas encore très clair, très précis. Vous voulez aller vers le monde de la finance, oui, mais quel type de métier pourrait vous correspondre ? Donc bien définir l'objectif. Et n'oubliez pas aussi le secteur d'activité. Alors, dans le domaine de la finance, il peut y avoir différents types d'entreprises. Dans le monde bancaire, plutôt dans le monde de la finance de marché, dans une entreprise classique au sein de laquelle on va être contrôleur de gestion, analyse financier. C'est le même type de métier, mais dans un environnement qui va lui donner une teinte un petit peu différente. Donc déjà, quel est votre projet ? À partir du moment où vous avez votre projet, vous allez ensuite choisir la formation qui va vous permettre d'acquérir les compétences qui vous manquent, au-delà de ce que vous êtes déjà, de ce que vous avez déjà acquis comme compétences. Et là, alors je dirais qu'il y a les forums, bien entendu, hein, comme celui d'aujourd'hui, spécialisés, des forums aussi généralistes, hein, où vous trouverez des écoles qui vont aussi être ou spécialisées ou généralistes, qui peuvent être des bonnes formations. Vous avez aussi les journées portes ouvertes. Je dirais que c'est important, quand vous avez fait votre shortlist, d'aller aussi voir l'école en interne, hein, l'ambiance, discuter avec des étudiants qui y sont, pour sentir l'environnement de l'école et voir si ça vous correspond aussi. C'est important, au-delà du contenu et de la réputation de l'école. N'oubliez pas aussi des critères importants qui sont la valeur du diplôme. Alors d'autant plus quand on fait un bachelor ou une licence, puisque c'est ce qui vous ouvrira la possibilité de continuer ou pas des formations avec des équivalences, hein, qui vont être reconnues ou pas reconnues. Donc, quand on fait un bachelor, il vaut mieux qu'il soit gradé licence. Ça veut dire qu'il y a le visa du ministère qui dit que ça a une valeur. Donc après, je peux aller soit continuer en master dans une école privée, dans une école de management, mais aussi je peux aller à l'université, qui va reconnaître du coup mon bachelor parce qu'il a un niveau licence reconnu par l'État. Et puis évidemment, quand on fait un master, c'est mieux qu'il soit gradé master, qu'il ait le visa de l'État, de manière à ce qu'il ait une vraie valeur reconnue par l'État. Et je peux vous dire que quand on pose un dossier
pour avoir le grade de licence ou le grade de master au ministère. Il décortique votre diplôme avec tous les process, toutes les manières dont vous allez le dérouler et valider le diplôme. Et c'est très exigeant. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie valeur qui est reconnue. Donc ça, c'est important aussi. Et puis une fois que vous avez choisi donc votre école, après, si c'est au niveau bachelor, qu'est-ce qu'il y a comme perspective d'évolution derrière? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je souhaite ou pas continuer pour ensuite obtenir un diplôme supérieur si je suis qu'à un diplôme intermédiaire ou pas, hein, parce qu'on peut très bien, avec un bon bachelor, commencer à travailler tout de suite et choisir plutôt la voie de l'évolution en interne dans l'entreprise. Ça peut être aussi une stratégie qui peut être intéressante, ou en fonction des postes que l'on vise, du coup continuer en master, parce qu'il faut des compétences, il faut un certain nombre un diplôme spécialisé nécessaire pour accéder à certains postes, hein, ou quand on est dans l'expertise comptable, par exemple, le DCG, le DSCG sont des incontournables qu'il faut avoir aussi à l'esprit si on veut effectivement accéder à ces métiers-là. Donc voilà ce que je peux dire, et je reviens sur le projet, parce que le projet, c'est important pour choisir sa formation, mais c'est aussi important pour convaincre une entreprise. On en a parlé tout à l'heure. Quand on fait une formation en alternance, l'entreprise, ou le process qu'on va suivre est quasiment équivalent à un process de recherche d'emploi. L'entreprise va vous recruter, surtout en master, hein, peut-être un peu moins en bachelor. On est encore loin de l'emploi, sauf si on se destine à un emploi tout de suite après le bachelor. Mais quand on vise un master, on a 1 an, voire 2 ans, si on le fait en 2 ans, avant l'emploi, et l'entreprise va vouloir les meilleurs potentiels pour vous recruter à la sortie. Donc, elle va se positionner comme un recruteur, comme si elle vous recrutait pour le poste, mais à la sortie de la formation. Alors, en ayant évidemment à l'esprit que vous avez encore des compétences à acquérir et que vous allez être formé, évidemment, par l'école, et puis elle-même aussi va vous former. Mais du coup, il va y avoir des exigences très fortes, et parmi plusieurs candidats à un poste, l'entreprise va choisir le meilleur. Donc, celui qui a un projet solide, qui sait ce qu'il veut, qui peut argumenter, montrer qu'il a déjà un peu de compétences et d'expérience dans le domaine, va remporter la mise, alors que celui qui, comme on l'a dit tout à l'heure, arrive là par hasard, aussi sympathique soit-il, avec plein de compétences, aura du mal à convaincre. Voilà. Donc, concrètement, je souscris à tout ce qui s'est dit tout à l'heure, depuis qu'on a commencé ce débat. C'est important l'histoire du choix, parce que en fait, vous êtes dans un pays où vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pour ça que arriver par hasard dans une école, ça marche pas chez Pharmapost, ça marche pas chez Rennes, j'ai le nom, Rennes School of Business, pardon, et ça marche pas non plus à Financia, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si demain vous voulez monter un restaurant, vous pouvez. Si demain vous voulez travailler en tant qu'avocat, vous pouvez. Si vous voulez faire l'hôtellerie, vous pouvez. Enfin, vous pouvez faire plein de choses en fait. Je veux dire, au niveau théorique, au niveau légal, il n'y a rien qui vous empêche de mettre ça en place. Par conséquent, quand vous choisissez une direction, il faut savoir être capable de l'expliquer par rapport à vos croyances, vos convictions, votre volonté. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez une direction par rapport à ce qui vous convient personnellement? Ça, c'est très important. Bien sûr, on a tous les échanges, c'est-à-dire les soirées portes ouvertes, les salons. Vous êtes là aussi pour voir un petit peu les différentes écoles. On est représentant de 3 écoles qui sont très différentes, qui ne préparent pas tout à fait au même métier. Donc c'est aussi important d'échanger avec nous, de poser vos questions, de ne pas avoir peur de poser les questions, même si elles vous paraissent stupides. Si elles le sont, on ne vous le dira pas, je vous rassure. Mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir des éléments pour faire votre choix. Pensez aussi aux étudiants qui sont diplômés, d'accord? Vous les trouvez sur LinkedIn en général, ils mettent qu'ils sont diplômés de Financia, ils mettent qu'ils sont diplômés de Pharmapost. Allez les voir, ils ne sont plus à l'école, ils peuvent vous donner un avis clair sur ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, enfin en tout cas ils sont transparents. Donc ne négligez vraiment pas ça. Regardez les métiers auxquels on forme, regardez ce que ça veut dire concrètement. Alors, pour reprendre des éléments propres à Financia, ce que c'est qu'un responsable conformité contrôle interne, ce que c'est qu'un responsable, un chargé d'affaires TPE-PME, ce que c'est qu'un développeur full stack en finance de marché. Il y a plein de postes comme ça, mais là concrètement, peut-être que vous ne savez pas ce dont je parle. À vous de regarder un petit peu ce que c'est, de connaître un peu le quotidien de ces personnes, tant par les étudiants qui en sont diplômés et qui occupent ces fonctions, que par des professionnels qui vont parler de leur métier. Vous pouvez trouver des vidéos métiers sur Internet. C'est pas très compliqué d'avoir au moins une idée.
Ce qui est intéressant, en tout cas à Financia, c'est pas seulement là où vous êtes quand vous arrivez, mais c'est le chemin que vous voulez parcourir. Et c'est aussi une chose intéressante, dont Cécile a parlé tout à l'heure, c'est le chemin que vous avez prévu de faire. Nous, on est aussi là pour le guider. On a des étudiants qui, post-bac, arrivent et veulent faire de la fusion-acquisition dès leur deuxième année. C'est pas possible. C'est des montages extrêmement complexes. C'est de la haute couture de la finance. On ne peut pas arriver avec un an d'expérience, d'école et un peu de stage là-dessus. C'est pas du tout possible. Donc il faut essayer de faire une gradation. Mais ce que je trouve passionnant dans le métier qu'on fait à Financia Business School, et je pense que mes homologues seront d'accord avec moi, c'est d'essayer de vous guider, de vous dire attention, là ce n'est pas possible. Pour faire ça, il faut passer par cette étape-là. Il y a tout un processus qu'il faut respecter. On peut s'en émanciper si on a des opportunités qui viennent du côté personnel, et je vous inviterai toujours à les utiliser si elles peuvent servir votre projet, votre finalité. Mais il y a des étapes par lesquelles on peut passer. On ne peut pas arriver avec 2 ans de BTS en initial, par exemple, demander de faire du conseil en gestion de patrimoine. C'est absolument impossible. Personne ne vous prendra parce que c'est trop risqué, parce que vous n'avez pas les compétences. D'accord ? Mais c'est comme ça, elle se travaille. Et à Financia, nous, on essaie de vous montrer, de vous baliser le chemin pour vous expliquer comment on peut y arriver. Voilà ce que je pouvais vous dire. Dernière petite chose, vous avez toujours un service d'admission dans chaque école. Appelez-les, prenez la température. En général, la personne qui est au charge d'admission, c'est un peu une représentante de l'atmosphère de l'école. Vous pouvez vous créer un premier aperçu qui ne sera pas forcément faux, selon la personne qui vous prend au téléphone et qui répond à vos questions, qui vous écoute avant de vous vendre son programme. Voilà ce que je pouvais dire sur ce point. Merci beaucoup. Et ensuite, du coup, pour aborder donc une autre thématique, donc après l'école, ça va être justement l'alternance, l'importance de faire un bachelor ou un master en alternance et le choix de sa spécialisation. Donc, du coup, ça englobe pas mal de choses comme l'avantage de l'alternance, les critères de recrutement, les mises en avant des expériences. Donc, je vous laisse un petit peu débattre sur ce sujet. D'accord. Alors, sur ce sujet-là, tout dépend du projet professionnel, encore une fois. On parle beaucoup de MBA, on a même des bacs plus 7, mais ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. En banque, moi je sais qu'on a des entreprises qui ont du mal à recruter sur de l'accueil, du chargé de clientèle particulier ou professionnel. Parce que parfois c'est considéré peut-être comme un métier qui ne nécessite pas forcément un intérêt vif, qui ne suscite pas d'intérêt vif pour nos étudiants. Sauf que c'est hyper important, c'est très important la phase clientèle dans une banque, d'accord ? C'est facile de changer de banque aujourd'hui, d'accord ? Vous êtes client d'une banque, vous pouvez changer très facilement. Donc la personne qui vous accueille doit avoir conscience de ça et doit travailler cette relation clientèle. C'est un exemple que je donne, mais je peux en citer plein. Et les banques ont du mal à fidéliser, à garder des étudiants par rapport à ça. Donc, faire un bachelor ou une licence 3 ans et travailler sur ces métiers-là, ça a du sens. Ça a vraiment de l'intérêt parce qu'il y a une insertion professionnelle, d'accord, derrière. C'est aussi ça qu'il faut voir. Mais en général, quand vous radez les programmes, quand vous choisissez ce que vous voulez faire, radez bien à quoi ça prépare et quelle est la tonalité du marché, d'accord. À Financia, on a un programme qui s'appelle Compliance, qui est d'ailleurs premier de sa catégorie par Aide Universal. Ce programme-là, on a du mal à trouver des étudiants pour les entreprises. C'est à la rebours de tout ce qu'on peut lire sur le marché du travail, même si aujourd'hui la conjoncture est assez favorable, on a 7% de chômage, donc c'est pas forcément le plus compliqué aujourd'hui pour trouver de l'emploi. Gageons que ça continue pour vous en tout cas. Mais moi, j'ai des entreprises qui viennent me voir, qui me disent on a besoin d'étudiants. Et j'essaie de leur fournir un maximum d'étudiants, mais c'est un domaine où il y a beaucoup de besoins et il y a finalement peu de demandeurs. Donc c'est un peu à l'inverse de ce qu'on peut avoir. Donc on travaille aussi par rapport à ça. Là, ça vaut le coup d'aller sur un MBA parce que c'est des domaines de conformité, de problématiques réglementaires sur l'activité banque ou intégrité de marché. Et là, on a vraiment, on essaie de fournir, de montrer que ça a du sens, que ça a de l'intérêt, qu'il y a de l'insertion professionnelle qui se fait à 40 KE post-bac, post-MBA, post-diplôme, et puis que ça peut monter à 60, 80, 100 avec 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans d'expérience. Donc il y a aussi ce paramètre à prendre en compte.
Moi, je reviendrai sur des aspects de méthodologie, de conseils à vous donner dans votre démarche, puisque au final, voilà, l'enjeu, c'est de trouver, d'affiner votre projet, trouver l'endroit où on va pouvoir le faire fructifier, enfin, en tout cas, lui donner les moyens de se réaliser. Donc, comme on disait tout à l'heure, on était tous d'accord sur l'importance cruciale du projet et la nécessité de rentrer en réflexion par rapport à cela. C'est vrai que moi, j'ai souvent des étudiants qui, confirment bien cela. Ok, très bien, mon projet, mais comment je m'y prends? Donc, je dirais qu'il faut essayer d'avoir, c'est mon deuxième point important sur lequel je voulais insister, une méthodologie, enfin de s'organiser. C'est important de s'organiser parce que là, on vous donne plein de conseils, mais si vous structurez pas cela, vous n'arriverez pas à avancer. Vous aurez l'impression que vous êtes toujours dans une nébuleuse et que ça marche pas. Et il y aura tellement d'infos que ça va peut-être même vous faire paniquer plutôt que vous éclairer. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une approche vraiment de gestion de projet vis-à-vis de cela. C'est du temps à y consacrer, à mettre dans votre agenda chaque semaine. Et chacun, voilà, vous fonctionnez différemment, mais il faut trouver une manière de vous imposer régulièrement, de travailler dans ce sens et d'avoir toute une série de démarches, parce que quand vous allez rentrer dans cet engrenage, vous allez voir qu'il y a plein de choses, ça va vous nourrir, vous allez prendre aussi beaucoup de plaisir et ça va vous donner aussi beaucoup plus confiance, et c'est là que vous allez trouver des réponses, que vous allez identifier des métiers qui vous plaisent, voilà, découvrir la compliance, comme là, le fait d'être là aujourd'hui vous permet peut-être de découvrir cette spécialité et de vous y intéresser tout à l'heure en allant voir Quentin ou d'autres personnes, poser des questions sur ce que c'est vraiment et après chez vous, regarder plus concrètement. Il faut avoir cette démarche-là mais vraiment, ce qui est important, c'est de l'organiser. Donc, une petite recommandation serait de vous obliger à lister, donc avoir un petit document Excel, mais à lister des métiers, des secteurs, comme du coup ça a été aussi dit, qui vous intéressent, qui ont un jour suscité votre intérêt, pour lequel vous avez une certaine curiosité, et vous dire tiens, finalement, si je veux aller plus loin, si je veux pas avoir une approche superficielle, parce que c'est aussi le problème, c'est que souvent on reste à un niveau très superficiel d'information. Et nous, on est des fois assez désolés de voir le degré de superficialité sur laquelle les gens se basent pour faire des choix. C'est très triste et c'est dommage. Alors peut-être ça peut marcher, mais c'est dommage parce qu'à partir du moment où vous creusez un petit peu, vous allez énormément gagner, comme je disais, en confiance, en efficacité et en assurance, et ça va se sentir vous-même d'abord, vous allez le sentir. Donc ma recommandation, c'est lister des métiers, des fonctions, et donnez-vous les moyens d'aller un peu plus loin dans la connaissance de ces métiers-là et de ces secteurs, et essayer de comprendre vraiment ce qui s'y passe. Pour cela, je dirais qu'il y a trois grands ensembles. Il y a un niveau de connaissance que vous allez pouvoir acquérir à travers des vidéos métiers, à travers des lectures, en vous abonnant à des newsletters, en regardant les sites internet de certaines associations professionnelles, l'association des analystes financiers de France, etc. Il y a des associations dans tous les domaines, dans les régions, et ça, c'est une source d'infos très concrète qui va vous permettre de mesurer les réalités professionnelles auxquelles ces différents métiers sont confrontés, les enjeux, et vous rendre compte, tiens, finalement, ça m'intéresse, ça me passionne. Ah non, finalement, peut-être pas tant que ça. Mais il faut vous forcer. Ensuite, il y a tout un ensemble d'éléments que moi, je trouve important dans un parcours, c'est que il faut à un moment qu'il y ait des gens qui vous créent le déclic, des contextes, je dirais des profils, des parcours, des situations inspirantes. Et cela, il faut aller les chercher parce que elles sont nécessaires pour vous. Donc et notamment les chercher où Aujourd'hui, il y a beaucoup de matière sur Internet, mais il y a aussi, grâce à LinkedIn, beaucoup de choses à faire. Comme c'était dit aussi, utilisez vraiment cet outil. Par exemple, imposez-vous 1 heure par semaine. Je cherche à comprendre. Je vise Formapost m'intéresse. Tiens, je vais regarder qui est-ce qui a fait Formapost dans tel ou tel programme. Je regarde le parcours de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils avaient fait avant? Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Et ensuite, ça va énormément vous nourrir. Et quand vous allez être en entretien à Formapost, par exemple, vous pourrez raconter cela. J'ai mesuré, j'ai compris, j'ai confirmé grâce à telle information que je suis allée chercher sur LinkedIn, mais aussi sur un salon, mais aussi en discutant avec tel professionnel, mais aussi
Quand vous êtes dans une démarche plus ciblée, par exemple que vous savez déjà que vous voulez être candidat à un master à Rennes, eh bien, vous allez regarder quelles sont les personnes qui sont sorties, peut-être même faire un message LinkedIn à cette personne et dire voilà, je suis à la place à laquelle vous étiez il y a 2 ans, il y a 3 ans, est-ce que vous avez quelques minutes pour qu'on en parle? Ben, la personne ne vous répond pas, c'est pas grave, mais vous pourrez expliquer à Rennes que vous avez eu cette démarche-là et elle va de ce fait mesurer que vous êtes quelqu'un de motivé, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est mis en action par rapport à un projet. Merci. Alors oui, ça, c'est vrai que c'est très très important avant de se dire pourquoi de l'alternance. Aujourd'hui, on a un marché de l'emploi qui est quand même très tendu et vous avez des professionnels aujourd'hui dans les entreprises. La première question qu'elle pose à un jeune, quelle est votre expérience professionnelle? Donc, quand on sort d'un bac+2, un bachelor ou un master, l'expérience, c'est pas énorme. D'accord? Et je pense que mes homologues sont d'accord avec moi, c'est-à-dire que nous, ce qui vous intéresse, c'est vous. Vous racontez une histoire. À partir de là, nous, notre travail, c'est comment on va vous emmener sur ça. Vous avez une idée, vous voulez faire de la finance. Comme je dis souvent, la finance, c'est vaste. On l'a dit tout à l'heure, c'est énorme. Et il y a la banque de détail, il y a le front office, le back office, le middle office, il y a plein de choses. Nous, on travaille aussi avec l'entreprise depuis quelques années, parce qu'il y a une chose qui est importante, on le dit à l'entreprise, on a la chance d'avoir l'entreprise, on leur dit, mais vous avez des alternants, mais vous ne les gardez pas. Il y a 10 ans, la Banque Postale, ils ne les gardaient pas. Alors bon, le marché de l'emploi était là. Là maintenant, on a travaillé avec eux depuis 10 ans pour fidéliser. Pourquoi? Quel était le problème? Il y avait un problème de salaire à la sortie, mais il y avait aussi un problème de fidélisation. C'est-à-dire que nous, notre but à Format Post, c'était évidemment de proposer Bac+2, Bac+3, et ensuite on allait sur un master. L'entreprise, c'était de recruter. Alors on se battait, moi le premier, on se bat toujours pour ne pas se faire piquer des candidats en bachelor, alors qu'ils veulent aller sur un master. Donc là, on y est arrivé, et maintenant, on travaille ensemble. Alors ce soir, il n'y a pas la Banque Postale, mais on travaille de plus en plus avec l'entreprise, parce que c'est ce qui est très important. Aujourd'hui, l'alternance vous permet d'avoir à la fois un diplôme, titre d'État ou reconnu, enfin diplôme d'État ou reconnu par l'État, mais en même temps d'avoir de l'expérience. C'est extrêmement important. Parce que c'est ça, on n'est pas dans un pays. Alors moi, j'ai fait partie de mes études aux États-Unis. La première question qu'on vous pose, qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise? En France, on ne pose pas la question. On commence par les diplômes. Et on oublie souvent autre chose, c'est que vous racontez une histoire, et souvent dans cette histoire, dans votre CV, ça fait partie d'un des outils, votre CV est extrêmement important. Et l'alternance, attention, je ne dévoie pas l'initiale. Il y a des personnes qui sont faites plus pour l'initiale, d'autres pour l'alternance. Il ne faut pas oublier d'une chose, en alternance, il faut être à peu près, dans tous les programmes, c'est à peu près 30%. Chez un partenaire pédagogique, à peu près 70% en fonction des plannings en entreprise. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous êtes sur des métiers, par exemple la banque, conseiller clientèle, on va vous demander en entreprise des objectifs. On va vous apprendre les 3 premiers mois, mais au bout du 4e, 5e mois, 6e mois, il va peut-être falloir y aller. Et en même temps, vous allez préparer un diplôme. Donc je peux vous dire que si les 12 mois d'un bachelor qu'on a par exemple ou chez d'autres partenaires, c'est quand même important. Alors quand on passe sur un master, je veux dire le master d'expert en ingénierie patrimoniale à la Banque Postale, vous êtes conseiller spécialisé en patrimoine. Très bien sur le master. Sauf que quand vous rentrez en entreprise, on vous met conseiller clientèle. Mais on vous explique pourquoi. C'est que vous n'êtes pas encore tout à fait capable d'être un conseiller spécialisé en patrimoine. Il manque encore 18 mois pour vous monter encore, et c'est l'entreprise qui le fait. Donc c'est ça aussi l'alternance, c'est qu'il faut aussi voir comment le CFA ou d'autres travaillent avec les entreprises. Alors, quand on est un CFA d'entreprise, c'est facile. C'est très facile. Nous, on a l'entreprise pratiquement à notre porte. Donc on connaît leur cible, on connaît tout, on travaille avec eux en permanence. Je peux vous dire aujourd'hui, là on vient d'apprendre une nouvelle, on doit recruter 100 conseillers clientèle sur l'Île-de-France. Je ne parle même pas de des régions. Donc vous imaginez 100 personnes. Aujourd'hui, voilà. Et il y a une différence entre le profil d'un conseiller clientèle en direct, recruté par une banque, et en alternance. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'avoir une expérience en banque. Par contre, en banque, on va vous demander d'avoir de l'expérience, de connaître certaines choses. Donc ce qu'on aura besoin de vous, c'est d'abord l'envie, une appétence bancaire. Moi, il y a des questions que je pose sur la banque. Qu'est-ce que vous connaissez du milieu bancaire? On ne me dit pas grand-chose. Bon, ok, on va passer à la deuxième chose, c'est que vous êtes des vendeurs de produits banque assurance. Si on voit, on en a vu encore nous cet après-midi,
on en a vu quelques-uns aujourd'hui, si on voit qu'il y a un vendeur dans son âme, vendeur ou vendeuse, hein, dans son âme, ou un commercial, on se dit peut-être qu'avec la formation, on va en faire quelque chose. C'est ça aussi, c'est qu'on travaille avec l'entreprise. Et il faut voir aussi les évolutions, ça c'est une veille, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure, et soyez en veille de ce qui se passe sur le marché. C'est extrêmement important. Vous voyez, parce que là, ça m'a fait marrer cet après-midi, j'étais en recrutement, il y avait derrière nous un stand de la CNP, Assurance. Nous, on était Banque Postale, Format Poste. Et un candidat nous a dit, moi, je ne veux pas travailler avec la Poste, je veux travailler avec la CNP. Je dis, oui, mais la CNP est une des filiales de la Poste. Bon, alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous travaillerez de toute façon chez nous. Mais il faut aussi se renseigner là-dessus. Et ce candidat, si c'était renseigné, peut-être qu'à un moment donné, ça serait... Donc, on a vu, c'est effectivement se renseigner. Et vous avez aujourd'hui, l'a dit ma collègue, vous avez tout un tas d'outils. Alors moi, je suis un peu plus âgé que vous. Moi, à mon époque, on ne faisait pas ça. Il n'y avait pas Internet. Hein. Donc pour rechercher de l'information, il fallait se lever de bonne heure. Mais vous avez tout un tas d'outils. Vous avez tout. Mais il y a une chose importante, n'oubliez pas, c'est aller voir des professionnels. Lui, le professionnel, vous parlera de son métier du matin jusqu'au soir, ce qu'il fait. Peut-être qu'avant de rentrer dans une banque ou rentrer en tant que conseiller clientèle spécialisé en patrimoine, vous direz peut-être que j'ai pas envie. Puis peut-être que vous choisirez peut-être d'autres banques ou dans la finance. L'alternance, quel intérêt en fait? Il y a pas mal d'arguments pour cette formation. On le voit, j'ai parlé tout à l'heure de l'engouement à la fois des étudiants, des entreprises pour ce format de formation. Vous êtes formé, c'est royal, par l'école, comme en formation initiale, mais en plus par l'entreprise. Puisque l'entreprise qui vous recrute sur un poste ou un environnement métier a l'objectif aussi de vous faire monter en compétences. Elle va participer à votre formation, plus évidemment pratique, opérationnelle, et l'école va vous apporter la formation un peu plus théorique. Donc vous allez avoir une double formation. Ensuite, votre formation est payée. On n'en a pas parlé, mais je pense que tout le monde le sait, mais quand on est en formation en alternance, ça ne coûte rien à l'alternant. C'est pris en charge à la fois par des organismes publics qui s'appellent les OPCO, donc c'est de l'argent public, hein, c'est la taxe d'apprentissage, et en complément par l'entreprise, qui en général a un reste à charge à payer, donc elle va aussi investir en argent. Donc on est formé par une école, une bonne formation, puisque vous allez choisir une bonne formation, par l'entreprise qui va vous former au métier. Alors, il faut bien le choisir, on en a parlé tout à l'heure, le métier que vous visez. Et en plus, votre formation est payée. Donc ça, c'est les arguments. Et alors, au final, en plus, troisième argument, mais c'est un peu le résultat de tout ça, quand on pose la question à des recruteurs à école ou à formation équivalente, hein, de réputation, de qualité, que choisiriez-vous entre celui qui sort de la formation initiale de cette formation ou celle ou celui qui a choisi la version alternance? 83% des recruteurs choisissent l'alternant. Pourquoi? Parce que l'alternant est déjà opérationnel, puisqu'il a été formé pendant 1 an, 2 ans, parfois plus, hein, quand on fait aussi son alternance à partir des années après bac. On peut avoir des fois 4-5 ans dans l'univers métier qu'on vise, et donc on est directement opérationnel pour le métier visé. Donc l'entreprise, elle n'a pas à continuer à vous former. Normalement, vous êtes fait pour travailler tout de suite. Donc tous ces éléments-là, c'est les arguments et les plus, on va dire, d'une formation en alternance. Mais attention, je dirais que tout le monde n'est pas fait pour l'alternance. On en a parlé un petit peu juste avant. Il y a des profils pour ça. Enfin, il y a deux choses pour ça. Un, le profil, qui est votre profil. Il faut avoir envie et soif d'aller se frotter au monde de l'entreprise. Et pas uniquement du coup rester étudiant dans l'âme, hein, il faut avoir envie de travailler, hein. C'est exigeant, donc tout le monde n'est pas capable ou n'a pas envie, hein. Certains préfèrent des bonnes formations mais avec du stage de temps en temps, mais pas être constamment baigné dans l'univers de l'entreprise. Donc il faut avoir envie, et ce profil qui est fait pour faire de l'alternance. Et puis je le répète, on ne peut pas dire moi je veux faire l'alternance parce que c'est payé, c'est financé. Par contre, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Bon, je vais aller voir les offres qui m'intéressent. Je le répète, il faut avoir quand même un minimum de projets en tête, savoir ce que l'on vise et un peu d'expérience dans le domaine. Pour pouvoir montrer à l'entreprise qu'on s'est un peu frotté. Alors, c'est un stage ou 2 stages ou un job. Ça peut être aussi un job étudiant
au cours duquel on s'est un peu testé, on a démontré des choses, et on arrive face au recruteur en pouvant démontrer qu'on a déjà un début de compétences, d'expérience dans un domaine qui est assez proche de ce qu'il va vous proposer, pour qu'on ne parte pas de rien. Et en particulier quand on vise des formations d'alternance très spécialisées, comme en finance, en marketing, en logistique, supply chain, avoir au minimum cette frotter justement à cet univers métier-là, à ce domaine d'activité-là, pour pouvoir dire, moi la finance, je connais un peu, alors je n'ai pas beaucoup d'expérience, puis je continue à me former. Hein, le fait que je continue ma formation, c'est que j'ai encore besoin d'acquérir des compétences, mais j'ai déjà testé ce que c'est que la logistique, ce que c'est que, par exemple, des testeurs juniors, ce que c'est que la finance, à travers telle ou telle expérience de stage. Ça m'a plu, j'ai du coup de l'envie, c'est des choses que j'ai réussi à faire, ça me confirme que ces métiers-là me conviennent. Et là, je rassure le recruteur. Plutôt que des étudiants qui, alors, tout par ailleurs, ont plein d'autres qualités, mais hésitent encore, ne savent pas trop si c'est la logistique, si c'est le contrôle de gestion, l'analyse financière. Alors le pire, c'est j'hésite entre le marketing et la finance. Là, il va falloir à un moment donné choisir, parce que c'est quand même des métiers très différents. Quoique l'analyse marketing pourrait s'apparenter à certains métiers de la finance, puisqu'on a beaucoup d'analyse et on traite de la data. Mais si vous arrivez sans savoir, mettez-vous toujours à la place du recruteur qui se dit, mais si il hésite, il est sympa, il a de l'envie, il est motivé, mais il ne sait pas encore trop se positionner par rapport au métier. Moi, je le recrute pour un poste de contrôle de gestion en alternance. Qu'est-ce qui me dit que dans 3 ou 4 mois, il ne va pas dire finalement, j'ai testé, finalement, je ne suis pas fait pour ça, allez, je vais voir ailleurs. Puis finalement, ce sera plutôt l'analyse financière ou la finance de marché ou pire, le marketing, donc des métiers complètement différents. Et dans ce cas-là, l'entreprise est perdante, et vous aussi d'ailleurs. Or, un recruteur, il ne peut pas prendre ce risque-là. Il investit de l'argent, du temps, c'est pour justement pouvoir vous accompagner tout du long et vous recruter à la sortie. Hein. Mettez-vous toujours ça en tête. Donc, arrivez avec un projet, des idées claires, et puis un petit peu d'expérience quand même dans le domaine pour pouvoir montrer que vous avez testé et que ça vous va bien. Et pour l'expérience dans le domaine, souvent les étudiants, ce que je vous le dis, c'est du vécu, souvent se disent oui, mais j'ai rien à dire, j'ai pas fait de stage dans ce domaine. En effet, peut-être que vous n'avez pas fait de stage, mais vous pouvez peut-être être en train d'en chercher un de manière active et concrète. Donc ça aussi, ça peut être mis en avant. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que vous pouvez avoir peut-être travaillé, vous avez peut-être pu travailler sur ce sujet dans le cadre d'un projet, dans le cadre de compétitions dans certaines écoles, dans le cadre d'un mémoire. Là aussi, si vous savez que vous voulez faire de la gestion de patrimoine, vous n'arrivez pas à décrocher de stage, faites un travail, un devoir, un sujet, une enquête sur les évolutions. Donnez-vous les moyens d'avoir quelque chose de concret qui prouve ou qui vous permet en plus de confirmer que ça vous intéresse. Et vous pourrez aussi, dans le cadre d'un échange avec une école et un recruteur, expliquer, je n'avais pas encore de stage, mais je suis allé voir telle personne, je suis allé sur un salon en finance, j'ai rencontré des gestionnaires de patrimoine, j'ai observé, j'ai identifié tel cabinet qui m'a intéressé, j'ai regardé comment travaillait ce cabinet, j'ai comparé avec la façon dont travaille un autre. Et là, vous n'avez pas de stage, certes, mais on voit que vous avez des choses à dire et que vous êtes vraiment intéressé au sujet. Je suis étudiant, je dirais aussi association, une association sportive, on a monté un événement pour l'association, on a construit le budget, on a géré le budget, c'est un petit peu de la finance, quoi. Donc c'est des petits éléments qu'on peut valoriser à travers un CV et valoriser lors d'un entretien pour montrer que on était déjà attiré par les chiffres, par tout ce qui est lié à un budget, au financement d'un événement. Et c'est un début qui peut être intéressant. Oui, pour rajouter, Olivier, ce que tu viens de dire, c'est très important dans vos CV de mettre vos loisirs, ce qu'on appelle loisirs centre d'intérêt, parce que vous ne vous rendez pas compte des compétences que vous pouvez avoir, comme on vient de le dire, dans une association, en étant sportif, par exemple, ou sportif, de faire tout un tas de choses. Vous avez des compétences déjà en vous. Alors nous, on se bat pour décortiquer tout ça. Mais par exemple, quelqu'un qui est président d'une association, on vient de le dire, qui veut faire contrôle de gestion, gestion d'une association, pour vous, c'est rien. Mais pour nous, derrière, c'est-à-dire que derrière, il y a de la rigueur, il y a de la gestion financière. Oui, vous gérez peut-être pas un gros budget, mais vous gérez quand même un budget. Il y a du RH. Alors, il y a tout un tas de choses.
Ouais, alors moi je suis un ancien sportif de haut niveau, je vais vous dire une chose sur le sport de haut niveau, les compétences qu'il y a dans le sport, quand vous êtes dans un club, déjà quand vous êtes dans un club sportif, déjà ça prouve une chose, c'est que vous êtes engagé. C'est extrêmement important. Vous voyez, moi je pose toujours une question pour des personnes qui sont dans des sports collectifs, la place d'un joueur sur un stade, dans un terrain. Alors on me dit ouais je fais ça, je fais tel poste. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand on en vient aux compétences qui sont transposables sur votre métier, vous pouvez voir, il y a énormément de choses à découvrir. Ça fait partie des outils. Effectivement, c'est ça aussi. Parce qu'évidemment, un stage ou un job d'été, vous avez une petite expérience, vous pensez toujours stage et job d'été. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous arrivez à 22 ans sur un bachelor, vous ne pouvez pas avoir une expérience de 20 ans. Hein. C'est pas possible. Et il y a un dernier petit conseil que je vous donnerai, c'est que vous avez aujourd'hui, en ligne, énormément de possibilités, notamment les possibilités de passer certaines certifications ou certaines spécialisations. Et cela, c'est aussi un moyen de montrer que vous avez commencé à mettre en œuvre une recherche de compétences dans tel ou tel sujet. Il y a aussi sur le site Fun, donc FUN, c'est une plateforme qui réunit énormément de MOOC et d'ateliers en ligne français. Vous avez des formations pour découvrir certains secteurs, certains métiers ou des formations plus pointues. C'est des choses qui sont pour la plupart gratuites. Pour les certifications, des fois c'est un petit peu payant, mais c'est pas forcément très cher. Et c'est autant de choses très concrètes qui peuvent vous permettre d'adapter la formation dans laquelle vous êtes pour déjà l'orienter dans le sens qui vous intéresse. Ça vous permet de vérifier toujours votre projet, de l'affiner, de le construire. Et puis c'est un argument de plus pour convaincre. Il y avait deux choses que je voulais dire. D'abord, sur ce qu'a dit Olivier, les étudiants qui ne savent pas pourquoi ils viennent, c'est jamais les meilleurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'étudiants qui prennent un programme à Financia qui peut ouvrir un très grand nombre de métiers. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire, absolument aucune. Et en fait, ce n'est pas les meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils étudient, ils travaillent, et ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas à quoi ça sert, en fait. Et si vous voulez, ce que l'alternance, c'est temporaire, en fait. C'est un tremplin vers une direction, mais il ne faut pas aller dans n'importe laquelle. Il faut savoir. Si vous faites des travaux chez vous, dans votre appartement, mais que vous ne savez pas pourquoi vous les faites, si c'est pour mieux vivre ou pour vendre votre appartement, vos travaux, vous avancerez jamais et vous serez toujours en chantier. C'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que il y a beaucoup de recruteurs qui demandent 5 ans d'expérience avec un bac plus 3. Vous avez dû connaître un petit peu ça. C'est un peu compliqué. Comment on peut contrebalancer ça ? C'est la curiosité. C'est-à-dire que vous avez des étudiants qui ont des bons profils et qui pensent être déjà arrivés avant d'avoir leur diplôme. Ça ne fonctionne pas. Le recruteur est là pour transmettre des compétences, apprendre. Vous êtes en apprentissage, vous êtes là pour apprendre. Les mots ont un sens, d'accord ? Donc si vous arrivez et que vous n'êtes pas forcément expérimenté, vous pouvez montrer une curiosité, c'est-à-dire une envie d'apprendre. Et c'est beaucoup plus intéressant pour un recruteur d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, mais qui a envie d'apprendre et qui est prêt à faire des choses pas forcément de prime abord intéressantes, mais dont vous allez saisir le sens progressivement, que quelqu'un qui n'a pas envie parce qu'il pense déjà tout savoir. Il faut faire vraiment attention à ça. Donc la curiosité, les MOOC, l'expérience sportive que vous avez mentionnée par Thierry, c'est des choses qui peuvent façonner votre profil professionnel et le rendre très intéressant. Il y a le ROM aussi, le Pôle emploi, répertoire opérationnel des métiers et des emplois, qui vous permet de découvrir les métiers ou de connaître un petit peu plus dans le détail certains types de métiers. C'est pas mal fait. Alors là, il y a tous les emplois, du plus bas de l'échelle jusqu'à des postes de cadre. Et puis, si vous êtes évidemment plus orienté master et métier de cadre, le site de l'APEC est très bien fait aussi dans la rubrique jeunes diplômés, au sein de laquelle vous trouverez plein d'informations sur les secteurs d'activité et les métiers. Et quelles formations sont les plus adaptées. C'est aussi au quotidien quel est ce métier-là, pour arriver à mieux cerner ce qui pourrait vous correspondre vous. Si vous hésitez encore, ça peut vous y aider beaucoup. Et ça vous permet ensuite, quand vous êtes face à un recruteur, de ne pas découvrir ou de donner l'impression que vous découvrez un petit peu l'univers métier ou le poste pour lequel vous postulez, d'arriver en ayant un minimum de connaissances, en disant voilà, oui, je sais, j'ai compris que ce type de métier c'était ça, et moi ça me correspond pour telle et telle raison. J'aime la rigueur, j'aime l'organisation, j'aime les chiffres, etc., pour montrer que vous projetez bien dans le métier.
Après, il y a l'étudiant Studirama, mais c'est plus généraliste. On a également Doc Finance sur lequel vous pouvez retrouver également pour la partie finance sur les pages entreprises. Vous avez des interviews métiers en fait, de personnes qui sont du coup à différents postes et qui peuvent vous intéresser. On a également des interviews de personnes en alternance dans ces entreprises. Donc ça peut aussi vous aider à comprendre leur quotidien et avoir plus d'informations. C'était mon petit complément. Et maintenant, du coup, on arrive au moment des questions. Donc je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui vous avez déjà des questions. Oui. Bonsoir, je m'appelle Sublime Bakoula, je suis étudiant en première année en Master 1 en finance. J'avais des questions, mais au fil du temps que vous avez parlé, vous aviez essayé d'élucider certaines questions. Mais je voulais revenir sur le cas on a beaucoup parlé d'alternance. Moi, je voulais savoir parce que vous avez évoqué les points qu'il faut un peu combler quand on n'a pas vraiment d'expérience, entre guillemets. Moi, je voulais savoir quels sont, de votre côté, lorsque vous recevez un CV d'un étudiant, quels sont les points essentiels où vous vous dites que sur ce point-là, étant donné que sur d'autres choses, par exemple, en ce qui concerne la motivation, l'étudiant ne peut pas vraiment montrer sur le papier qu'il est motivé d'une certaine manière. Sur la lettre de motivation, on se dit que très souvent, c'est balayé d'un revers de la main. Donc, moi, je voulais savoir vraiment quels sont les points sur le CV que vous voyez très essentiels pour... voilà. Merci. Merci. Celui-là marche aussi. Ça fonctionne, c'est bien. Alors, je vais parler de manière personnelle. Moi, quand je vois un CV, c'est déjà la clarté du CV. Parce que n'oubliez pas une chose, en tant que recruteur, on voit passer beaucoup de CV. Donc, c'est déjà la clarté. Après, la motivation, en fait, sur un CV, on ne peut pas voir si une personne est motivée ou pas. C'est dans l'entretien. Après, il y a tout un tas de questions qui nous permettent de regrouper telle ou telle chose que vous avez fait, vos expériences ou non, pourquoi vous avez fait le diplôme. Voilà. Et c'est aussi la chronologie. Ce qui est important, c'est que si vous arrivez en MBA ou en M1, c'est qu'à moi, vous voulez aller sur un M2. Donc avant, il y a une chronologie. Et effectivement, c'est aussi le thème et le cursus que vous avez. Vous pouvez commencer avec une licence en droit et vous dire tout d'un coup, tiens, je vais faire un M1 en banque. Il va falloir nous l'expliquer. Parce que les profils ne sont pas les mêmes, les compétences ne sont pas les mêmes. C'est ça aussi qu'il faut nous expliquer. Alors, il y a tout un tas de questions. On ne pourra pas vous le dire ici, parce que sinon, on va tout vous dévoiler. C'est pas marrant. Parce qu'il faut vous laisser quand même notre travail aussi. Mais je dirais comme une chose, ne pensez pas que c'est facile pour nous. C'est tout aussi difficile pour nous que pour vous d'être recruteur. Nous, on n'a pas le droit de se tromper. Olivier l'a dit tout à l'heure, il y a un moment, il y a un engagement. Quand on recrute quelqu'un en alternance, parce que c'est du recrutement, c'est pour 1 an ou 2 ans. Et nous, à Formapost, quand on recrute quelqu'un, par exemple à la Banque Postale sur une licence ou un master, c'est pour aussi du recrutement dans 3 ans, dans 4 ans. C'est-à-dire quand la banque nous demande, on a besoin de conseillers spécialisés en patrimoine, au bout du cursus, c'est de le recruter et donc prévoir aussi d'avoir un poste qui est là. Donc en amont, on doit faire très attention à ça. Mais on sait que c'est de l'alternance. Vous voyez, donc le CV, c'est important, c'est votre carte de visite, mais il faut savoir vous vendre. Si vous savez vous vendre avec le CV, déjà, je peux vous dire une chose, apprendre à la formation qui vous amènera sur un domaine bancaire, elle est là, la formation. Mais le CV doit être vraiment très clair. Très clair, avoir les bonnes informations. Mettez un peu de couleur aussi, enfin personnellement, mettez un peu de couleur, parce que quelquefois ça égaye. Ouais, un CV clair, et puis là encore, on en revient toujours à la même chose. C'est quand même, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le projet? Si je veux aller vers la vente, par exemple, dans toutes les expériences où j'ai de près ou de loin
été dans une démarche de négociation, j'ai fait un job où j'étais vendeur sur les marchés, par exemple, je vais mettre en avant le côté relation client, le côté vente. Et si j'arrive à avoir un fil rouge vente dans plusieurs expériences de mon CV, du coup, je donne à mon CV un profil plutôt commercial. En marketing, pareil. En finance aussi, le goût pour les chiffres. J'ai traité de la data. J'ai dit tout à l'heure, participé au montage d'un événement dans mon association de quartier. Et c'est moi qui ai fait le budget, qui ai cherché les financements. On le met en avant. On ne met pas que l'association. On met que justement, on a eu ce rôle-là. Et là, on a aussi un fil rouge, finance, data, chiffres, etc., qui ramène au profil que peut rechercher le recruteur. Donc ça, d'une part. Alors après, on ne peut pas inventer non plus des choses. On fait quand même avec ce qu'on a, mais souvent, vous n'allez pas chercher suffisamment dans ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous avez comme expérience, qui sont parfois anodines, des éléments qui, bien formulés, sont des arguments qui vont dans le sens de ce que vous avez envie de rendre visible auprès du recruteur pour qu'il ait envie de vous recruter. Une fois que vous êtes face au recruteur, enfin, je dirais même avant, quand vous dites c'est compliqué de montrer sa motivation, oui et non. La motivation, c'est aussi dans la lettre de motivation, montrer qu'on a été sur le site internet de l'entreprise, qu'on s'intéresse à son actualité, qu'on est au courant qu'elle s'est développée récemment dans tel ou tel pays dans le monde, qu'elle a, je sais pas, lancé un nouveau logiciel, qu'elle vient de lancer un nouveau modèle si c'est dans l'automobile, montrer que vous-même vous vous intéressez à telle ou telle marque ou telle enseigne, que vous suivez à travers la presse telle ou telle actualité. Et ça, c'est de la motivation. Si c'est évidemment en rapport avec l'entreprise et les métiers que vous visez. Et ça, on peut déjà le faire transpirer dans une lettre de motivation. Alors, on ne va pas en mettre des tonnes, mais on met 2-3 points comme ça. Aussi, avoir repéré les valeurs de l'entreprise. Donc, ça montre qu'on a été creusé. Donc, quelqu'un qui n'est pas motivé, il reste superficiel. Quelqu'un qui est motivé, qui a vraiment envie d'intégrer telle ou telle cible ou telle entreprise, il va aller chercher ces niveaux de détails-là. En disant, voilà, je vous connais, j'ai été chercher, ça me correspond, c'est vous que je veux, quoi. Et puis après, durant l'entretien, on s'appuie sur tout ce que je viens de dire. Et là, on le développe, on l'argumente, on explique pourquoi. Alors, dans le monde de la finance, c'est aussi vous-même, je ne sais pas, le goût des chiffres, etc., qui montre votre motivation. Et puis, quelqu'un qui se dirige vers l'IT ou le digital, par exemple, ça peut être moi-même, je suis sur les réseaux, j'ai construit mon site internet perso, etc. Tout ça, ça montre de la motivation. Alors, on peut le mettre aussi dans le CV, hein, bien entendu. Voilà, il faut montrer qu'on n'est pas là par hasard, quoi. Et comme on le disait tout à l'heure, raconter une histoire. Et moi, j'ai des recruteurs qui me disent, en fait, il y a des candidats, eh bien, en quelques minutes, on a le sentiment qu'ils sont déjà chez nous. Ils connaissent déjà des choses, ils se sont renseignés. On en parlait tout à l'heure, ils ont pris des infos auprès de collègues de l'entreprise, qu'ils ont repéré sur LinkedIn, qui leur ont donné un certain nombre d'éléments pour mieux comprendre l'entreprise et les métiers ou le département qu'ils visent. Et ça donne au recruteur, ça rassure le recruteur. Il se dit, dis donc, lui, il a vraiment envie d'être chez nous parce qu'il y est presque déjà, quoi. Vous voyez, et ça fait la différence. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a plus le temps pour d'autres questions puisqu'il y a une autre conférence qui commence dans quelques minutes. Mais je vous invite du coup à aller voir du coup nos intervenants qui seront présents du coup durant toute la soirée. Et merci à vous en tout cas d'avoir assisté à cette conférence et à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.